Qu'est-ce qui fait un bon enseignant au fond? Bien sûr, il y a les cours, les notes, mais au-delà de tout ça, il y a un véritable code, une éthique. C'est ce qu'on va décortiquer aujourd'hui en plongeant dans les pages du cahier personnel d'un éducateur. Alors voilà, ces notes manuscrites. Ce n'est pas juste un journal intime, c'est bien plus que ça. C'est en fait une sorte de plan, un modèle éthique qui traverse le temps, pour un des métiers les plus cruciaux de notre société. Ok, mais avant de se lancer dans le vif du sujet, les devoirs, les droits, il faut qu'on parle le même langage. On doit d'abord comprendre les mots-clés, les concepts qui sont à la base de tout ce système. Et tout part de là, de cette page. On y trouve les définitions fondatrices, celles qui guident vraiment la conduite d'un enseignant. C'est un peu comme sa boussole. Le premier concept, c'est la déontologie. Alors, la déontologie, qu'est-ce que c'est? Eh bien, pour faire simple, c'est le règlement intérieur de la profession. L'ensemble des règles, des recommandations, des devoirs, bref, tout ce qui encadre officiellement le métier. Et juste à côté, on a le deuxième concept clé, la morale. Si la déontologie, c'est le livre de règles, la morale, c'est plutôt la boussole intérieure. C'est la science du bien et du mal, les principes qui guident les actions de chacun, même en dehors du travail. Donc si on met ces deux idées ensemble, la déontologie et la morale, eh bien elles créent les deux grands piliers qui soutiennent toute la profession. Et ces deux piliers, ce sont les devoirs et les droits. Allez, commençons par le premier pilier, le pilier du devoir. On va voir quelles sont les responsabilités, parfois très nombreuses, qui reposent sur les épaules d'un enseignant. Et là, le carnet nous révèle quelque chose d'assez surprenant finalement. Les devoirs d'un enseignant, eh bien, ils commencent par lui-même. Pas par les élèves, non, par soi-même. Alors, ce devoir envers soi, ça veut dire quoi concrètement? D'abord, être un exemple, ce qu'on appelle l'exemplarité. Ensuite, s'engager à se former tout au long de sa carrière. Et enfin, pratiquer l'autorégulation, c'est-à-dire savoir gérer sa propre conduite. C'est vraiment le socle sur lequel tout le reste va se construire. Une fois cette base solide établie, là les devoirs s'étendent. Ils s'étendent vers l'extérieur et en premier lieu bien sûr vers les élèves. Et attention, quand on parle de devoirs envers les élèves, on est bien loin de la simple transmission de savoir. Non, ça va beaucoup plus loin. Il s'agit d'assurer l'équité, de bien connaître ses élèves et leurs besoins, de garantir leur sécurité physique et morale, et bien sûr, de créer un lien de confiance. C'est un mélange vraiment complexe entre le rôle académique et le rôle humain. Mais ce n'est pas tout. Le réseau de devoirs ne s'arrête pas là. Il y a aussi des responsabilités envers la communauté éducative au sens large. Envers les collègues, avec qui il faut faire preuve de bienveillance. Envers les parents, où le professionnalisme et la collaboration sont de mise. Et enfin, envers la hiérarchie, à qui l'on doit obéissance et respect. Bon, quand on voit tout ça, la liste est longue. On est en droit de se poser une question, et elle est cruciale. Avec autant de devoirs, qu'est-ce qui soutient l'enseignant? Comment fait-on face à une telle charge? Eh bien, la réponse nous amène tout droit au second pilier, le pilier des droits. C'est ça qui vient faire contrepoids. L'idée, c'est de donner les moyens à l'éducateur d'accomplir ses missions. C'est une question d'équilibre. Regardez, c'est vraiment un jeu d'équilibre. D'un côté, on a l'obligation d'enseigner et de protéger. De l'autre, on a le droit, l'autorité d'être respecté et écouté. D'un côté, la responsabilité d'être professionnel. De l'autre, le droit à des conditions de travail justes. L'un ne va pas sans l'autre, c'est un équilibre qui est absolument fondamental. Et comme le montre bien le cahier, ces droits ne sont pas juste de belles idées en l'air. Non, ils sont très clairement définis, très concrets. Ils sont tout simplement essentiels pour pouvoir faire ce métier correctement. D'abord, il y a les droits professionnels et personnels. Des choses qui peuvent paraître évidentes, mais qui sont cruciales. Le droit à un salaire, bien sûr, le droit à l'avancement, à la promotion, le droit d'avoir une bonne formation, mais aussi le droit au repos, aux vacances et le droit à la santé. C'est la base. Ensuite, il y a les droits au sein même de l'école, de la communauté scolaire. Et là, c'est tout aussi important pour que tout fonctionne. Le droit d'être respecté par les élèves, par exemple, le droit de sanctionner quand c'est nécessaire, le droit de travailler dans un environnement sûr et sain, et un point très important, le droit à une liberté d'expression responsable. On arrive maintenant à la fin du carnet. Et pour conclure, l'auteur va lier tout ça, les devoirs et les droits, pour en faire ressortir une idée maîtresse. C'est plus qu'un simple métier, c'est une véritable vocation. Voilà, la dernière page. La conclusion finale. Et c'est là que tout prend son sens. Toute cette philosophie est résumée en une seule phrase. Une phrase qui dit tout. Si l'instituteur a le droit et le devoir de se faire respecter par tous, c'est qu'il est le levier de l'éducation des enfants. C'est puissant, non? Ça résume tout parfaitement. Le respect n'est pas une faveur, ce n'est même pas juste un droit pour l'enseignant lui-même. C'est en fait une condition indispensable pour que l'éducation des enfants puisse tout simplement se faire. Ce code, ces principes, semblent intemporels. Pourtant, le monde de l'éducation, lui, il change, et vite. Alors ça nous laisse avec une question pour aujourd'hui. De tous ces devoirs, quel est le plus important, ou peut-être le plus difficile à tenir à notre époque? La question reste entière.